Bonjour à tous, Overlord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Intel HD Graphics 2000 sous l'architecture Sandy Bridge embarquée dans les processeurs Intel de 2e et 3e génération. Et en l'occurrence, notre processeur du jour est un Intel i7 2600, 4 cœurs 8 threads cadencé à 3,4 GHz. Donc ces graphiques intégrés sont sortis le 1er février 2011 sur l'architecture Sandy Bridge, possèdent 48 shading units, supportent DirectX 10.1, sont gravés en 32 nanomètres et ont une fréquence de base de 650 MHz. Le tout embarqué sur une P8H61-M LE avec 2 x 4 Go de RAM cadencé à 1333 MHz, une alimentation de no-name de 300 watts ainsi que quelques petits accessoires comme une carte réseau et une carte son en façade. Et c'est donc parti pour démarrer l'ordinateur. Donc dans le BIOS on est en mode performance avec une fréquence maximum pour l'iGPU de 1550 MHz. Donc pour le premier jeu, comme d'habitude, on se retrouve sur Age of Empires Online, en graphisme élevé mais sans anti-aliasing. Si on exclut l'énorme stutter du début de partie, le jeu est relativement jouable, on oscille autour des 35-40 FPS, mais encore une fois on retrouve une expérience assez saccadée comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et pour jouer de manière casual, le jeu est parfaitement jouable et vous pouvez toujours descendre les graphismes en moyen si vous voulez gagner quelques FPS. Sur Half-Life 2 en graphisme moyen élevé, toujours sans anti-aliasing, l'expérience est assez mitigée. Les FPS fluctuent énormément, on peut passer la barre des 100 images par seconde comme on peut descendre sous les 40. Et encore une fois, ce sont les effets volumétriques et le post-process qui mettent à mal le chipset graphique, notamment lorsqu'il y a des effets de feu ou d'explosion, et sur ce point c'est assez comparable avec la 2400 Pro que j'ai testé avant. Mais je dirais que de manière générale, le jeu est quand même jouable et on peut toujours diminuer quelques paramètres pour gagner en FPS. Cependant, il faut bien faire attention à désactiver l'anti-aliasing car cela fait chuter les FPS de manière drastique. Pour ce qui est de GTA V, le jeu ne semble pas vouloir se lancer, et ce malgré la désinstallation et la réinstallation des drivers, et même en essayant de bidouiller différents paramètres dans les propriétés de lancement, rien à faire. Après un redémarrage de l'ordinateur, j'ai miraculeusement réussi à démarrer GTA V. Mais on peut voir que le jeu est totalement jouable car même en 800 par 600 et en resolution scale de 1,5, on n'atteint même pas les 20 images par seconde et on peut constater que l'iGPU n'est même pas maxé, et oscille entre 50 et 70% d'utilisation, et ce même après une réinstallation propre des drivers. On se retrouve ensuite sur Left 4 Dead 2 en 1024 par 768, preset faible et texture élevée. On peut voir que le jeu est relativement jouable car on oscille entre les 35 et 50 images par seconde, et ce malgré quelques micro-stutters qu'on ne ressent pas réellement en jeu, donc je pense que le jeu est parfaitement jouable tant qu'on ne joue pas en mode compétitif. Et c'est donc maintenant au tour de Fallout New Vegas en 1024 par 768 en preset moyen. Et là aussi le jeu est parfaitement jouable, on est au-dessus des 30 images par seconde, et durant ma petite session de gameplay je n'ai pas ressenti de stutter majeur ou dérangeant en jeu, et on est même au-dessus de l'expérience de jeu qu'ont pu avoir les joueurs PS3 et Xbox 360. Mais je pense cependant qu'augmenter la résolution entraînerait des chutes régulières de framerate. Et donc on se retrouve maintenant sur BioShock Infinite en 800 par 600 en preset très faible, et là ça devient déjà plus compliqué puisque le jeu descend assez régulièrement sur les 30 images par seconde, et en plus de ça on a vraiment des graphismes assez approximatifs, et même si vous tentez l'expérience en 640 par 480, vous aurez malheureusement toujours des chutes sous les 30 images par seconde, notamment lors de combats de boss ou de combats assez intenses avec beaucoup d'effets affichés à l'écran. Sur Torchlight 2 c'est relativement jouable, surtout dans les zones un petit peu confinées ou les donjons, mais malheureusement lorsqu'on se balade à l'extérieur on a des chutes sous les 30 images par seconde comme vous pouvez le voir, et même s'il s'agit tout de même de zones plus ouvertes avec moins d'ennemis à affronter, cela peut s'avérer quand même problématique pour l'expérience de jeu, mais on reste tout de même majoritairement au-dessus des 30 images par seconde et il est toujours possible de descendre quelques paramètres ou de descendre en 1024 par 768 si vous voulez gagner quelques FPS. Sur Mount & Blade Warband, on retrouve une expérience assez similaire puisqu'on retrouve des chutes en dessous des 30 images par seconde lors de grosses batailles, et ce même si les graphismes sont réglés au minimum. Mais il convient tout de même de noter qu'on a parfois un CPU bottleneck entraînant des chutes de FPS qui ne sont pas directement liées au chipset graphique. Mais encore une fois, l'expérience de jeu peut être améliorée en diminuant la taille de bataille puisque là on a presque 400 unités affichées à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, selon là où on axe la caméra, les chutes de FPS se font drastiquement ressentir avec des chutes à presque 20 images par seconde. Et vous pouvez également toujours mettre un FPS cap à 30 images par seconde pour éviter trop d'inconsistance au niveau du gameplay. Pour ce qui est de Reign of Magic, le jeu est plutôt jouable puisqu'on oscille autour des 30 images par seconde avec parfois quelques rares baisses. Malheureusement, vous pouvez parfois constater que le chipset graphique n'est pas utilisé à son plein potentiel, mais je pense plutôt qu'il s'agit de l'optimisation du jeu un peu foireuse. Mais là encore, vous avez une grande marge de manœuvre si vous voulez baisser quelques paramètres graphiques. En conclusion, est-ce que les Intel HD Graphics 2000 peuvent être réellement considérés comme le cauchemar des gamers? Car il est vrai qu'aujourd'hui il est largement possible de jouer avec un chipset graphique intégré, notamment si on prend les Ryzen avec leur Vega 8, on peut arriver à avoir des performances parfaitement acceptables en 1080p. Mais au vu des performances de ce chipset graphique, on peut très bien imaginer qu'il devait être compliqué de jouer sans carte graphique à l'époque. Mais on peut tout de même constater que ce chipset graphique fait bien mieux que les deux cartes précédemment testées. Il est tout de même possible de jouer à des jeux assez anciens dans des conditions vraiment correctes, tant que vous jouez à une résolution inférieure ou égale à 1280
par 1024. Cependant, il convient de notifier que les performances vont beaucoup varier indirectement déjà par le processeur et également par la capacité et la vitesse de la RAM. Et même si selon les cartes mères il est toujours possible de trifouiller dans BIOS quelques paramètres au niveau des fréquences, certaines cartes mères plus bas de gamme et basiques n'auront pas cette possibilité. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et tout le tralala, et moi je vous dis à la prochaine, salut!